Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast du Crédit Agricole Leasing and Factoring. Je suis Stéphane Courgeon et j'ai le plaisir d'animer cette saison 2 du podcast En route vers l'affacturage. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Bernard, directeur du pôle PME-ETI chez R3. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Bienvenue à vous. Et puis Pascal Bousquet, responsable d'animation commerciale chez Crédit Agricole Transition et Énergie. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Et tout à l'heure, Gladys Tillmouline, directrice relations clients chez KLF, nous rejoindra également. On va parler de RSE aujourd'hui et puis en fin d'échange, on se demandera comment et si l'affacturage peut accompagner une entreprise dans sa stratégie RSE, lorsque Gladys justement nous rejoindra. Un mot d'abord sur Crédit Agricole Transition et Énergie, Pascal, pour nous présenter cette filiale du Crédit Agricole. Avec plaisir. Crédit Agricole Transition et Énergie, c'est une des deux nouvelles filiales du Crédit Agricole, détenue à 50% par Crédit Agricole SA et 50% par les caisses régionales. Crédit Agricole Transition Énergie traduit l'engagement du groupe pour agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone. Ces trois grandes ambitions autour de CATE, donc, c'est de financer, investir et valoriser les énergies renouvelables. C'est d'accompagner les transitions autour de l'eau et de la biodiversité, mais surtout d'accompagner les démarches d'efficacité énergétique et de décarbonation de nos clients. Et pour ces démarches, nous avons construit un partenariat stratégique avec le groupe R3, dont Nicolas est le représentant. Alors R3, vous nous en dites quelques mots, Nicolas, d'abord ? R3, c'est une structure qui a aujourd'hui pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur démarche de décarbonation, de stratégie RSE, de mise en conformité autour des obligations de reporting extra-financier comme la CSRD et de performance énergétique. C'est pour ça qu'on travaille activement avec les clients du Crédit Agricole à les engager dans cette démarche de transition écologique et sociale. Alors on va décrypter avec vous la RSE, qui est devenue malheureusement un peu tarte à la crème, ces trois lettres-là. Il faut repréciser ce que c'est et l'enjeu que ça représente. Alors, tarte à la crème, oui, en effet. Ouais. Jusqu'ici, c'était une approche qui, historiquement, était très volontaire pour les entreprises. C'est-à-dire que c'était les entreprises qui avaient... pour la plupart. Exactement. Ouais. C'est les entreprises qui avaient envie d'y aller qui s'y jetaient. Ouais. Et aujourd'hui, on commence à créer un schéma où beaucoup d'organisations ont besoin de faire ces choses-là parce que ça devient un critère pour répondre à des appels d'offres, parce que les clients leur demandent beaucoup de choses là-dessus, pour répondre aux attentes des investisseurs, des banquiers, des fonds d'investissement qui en ont de plus en plus besoin pour valoriser la démarche environnementale de leurs entreprises. Et puis, c'est aussi de plus en plus réglementaire, parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui viennent toucher les organisations. Donc, on est passé d'un schéma où c'est devenu volontaire à un schéma où c'est maintenant un peu plus pour se différencier, où c'est même, il y a une base, un plancher. Oui, bien sûr, et contraint. C'est quoi une démarche RSE, en fait, quand une entreprise s'engage ? Alors, pour nous, en tout cas, une démarche RSE, c'est se poser trois questions. Comment je peux réduire au maximum l'impact environnemental de mon activité, que ce soit dans mes locaux, dans l'offre de produits ou services que je propose à mes clients ? Comment j'améliore au maximum l'engagement de mes salariés, de mes collaborateurs ? Comment je fais en sorte que quand ils viennent au travail, ce soit un peu plus avec la banane et dans des bonnes conditions, plutôt que dans des situations où on n'est pas forcément bien, on se lève avec le pied gauche un petit peu tous les matins. Et puis comment je peux penser aussi un petit peu l'utilité de ce que fait mon entreprise pour la société. En fait, est-ce que j'ai une utilité sociétale ? Est-ce que j'ai un lien avec mon territoire, les associations du coin ? C'est un petit peu les trois questions qu'on essaye de poser à une organisation. On n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de tout choisir, mais le but, en tout cas, c'est d'aider les organisations à répondre à ces trois questions à la hauteur de ce qu'elles sont capables de faire, de leurs moyens, de leurs capacités, et puis en connexion avec leur secteur d'activité et leur métier aussi. On n'est pas obligé de s'engager à la même hauteur sur les trois piliers. Non, on n'est pas forcément obligé. En fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ouais. Et puis on fait aussi ce qui est un petit peu prioritaire pour nous. Le but, c'est de comprendre le métier de chacune des entreprises avec lesquelles on travaille et de se dire qu'il y a des choses qui vont être adaptées à certaines entreprises et qui ne seront peut-être pas adaptées pour d'autres. Deux chiffres peut-être, en complément, deux chiffres pour illustrer ce qui vient d'être dit. La responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui est clairement le moteur des décisions financières. Et on a 84% des entreprises de plus de 500 salariés qui mènent des actions RSE. Et le deuxième élément d'information, c'est que 83% des entreprises labellisées sont des PME ou des micro-entreprises. C'est ce que j'allais vous demander, effectivement. Donc même les petites s'y mettent aujourd'hui. Là, les petites, elles s'y mettent aujourd'hui avec... C'est un moyen de différenciation aussi. Exactement, c'est un vrai moyen de différenciation. Et puis en fait, c'est quelque chose qui leur est de plus en plus demandé, comme vous le disiez au début, subi ou contraint, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui viennent aujourd'hui poser énormément de questions sur ces critères RSE en entrée. Et puis d'autres qui s'y lancent parce qu'elles ont en effet envie de se différencier, d'apporter une valeur différente à leurs clients, notamment le label PME+, qui va permettre de montrer à une entreprise française qu'elle a un engagement sociétal
plus important, plus poussé que les concurrents peut-être de son secteur d'activité. Gladys, vous qui êtes en contact avec des entreprises tous les jours, vous voyez la bascule, elle est faite, ça y est. Ah oui, tout à fait, elle est faite et on le voit d'ailleurs à travers, nous on a des offres chez KLF d'affacturage avec cette option RSE. Donc on part toujours du besoin de client de dire j'ai d'abord besoin d'une solution de financement court terme et finalement comment je peux répondre à ces sujets RSE. Donc nous on a une gamme de produits aujourd'hui. La première spécifique... On y reviendra tout à l'heure, ça vous va? Ah oui, très bien, parfait, moi ça me va bien. Non, mais là, si la bascule est faite, c'est très bien. La bascule est faite. Sur les offres et tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, Nicolas, en matière de RSE? Est-ce que, par exemple, l'implication de la direction, c'est un incontournable? Ouais, alors ce qu'on explique en général au début d'une démarche, c'est qu'il faut que la gouvernance, elle soit un peu claire et qu'elle soit bien structurée, peu importe la taille de l'organisation. Et une gouvernance claire, c'est quoi? C'est un dirigeant ou quelqu'un du comité de direction qui a envie d'impulser les choses. Parce que ça va être un critère numéro 1 pour débloquer du budget, pour valider, tamponner ce qui sera fait à la fin de la démarche. Ensuite, il faut une personne un peu plus intéressée que les autres ou qui a un métier proche de ces sujets-là, quelqu'un qui s'occupe de la qualité, sécurité, environnement dans une industrie, un responsable RH, un responsable achat, un DAF, quelqu'un en tout cas qui va porter ce sujet un peu plus que les autres, qui va avoir une petite casquette de chef de projet. Et puis ensuite, c'est juste un peu plus difficile dans une TPE-PME. Mais des fois, c'est le dirigeant qui porte un petit peu tout ça à la fois, avec une autre personne qui va être intéressée. On le fait beaucoup dans des entreprises, des fois où il y a 5, 6, 7, 8 salariés. Et on arrive à avoir des démarches qui vont justement engager tous les salariés en même temps parce qu'on va leur demander de sortir un petit peu de leur quotidien, de leur métier et ils vont devoir creuser des choses qui vont toucher un peu à tous les organes de l'entreprise. Et parfois, on va forcer un salarié qui n'avait pas forcément jusqu'ici de compréhension de ce que faisaient ses collègues à se poser des questions avec eux sur comment ils pourraient réduire l'impact environnemental de ce qu'ils font et par cette même occasion se poser la question de qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien, ce qui est des fois pas forcément très visible pour tout le monde. Il faut savoir dialoguer avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire les fournisseurs, les employés, toutes les communautés autour. C'est indispensable. C'est indispensable. En tout cas, tout le monde doit être intégré. Dans une démarche complète et cohérente, il faut vraiment aller se poser des questions, d'abord au moins sur ce que veulent nos clients et ce que veulent nos fournisseurs et qu'est-ce qu'ils attendent de nous sur ces questions-là. Et ensuite, oui, aller voir ce que fait la filière, le secteur d'activité, parce que les filières aujourd'hui sectorielles, les fédérations d'entreprises, expose de plus en plus de questionnements, d'outils à destination des entreprises sur qu'est-ce qu'on doit faire quand une entreprise, de la cosmétique, de la joaillerie, du service aux entreprises, de la comptabilité, etc. Et le but, c'est justement d'aller servir chez ces outils qui peuvent exister au niveau des filières. Ça doit être intégré dans la stratégie globale de l'entreprise. En tout cas, les objectifs commerciaux tiennent compte de la RSE. Pour nous, une démarche RSE qui a un succès, c'est une démarche qui se connecte à la vision de la stratégie de l'entreprise du dirigeant. C'est pour ça que le dirigeant doit être impliqué, c'est de se dire que je vais développer la stratégie de mon entreprise en intégrant ces critères de performance extra-financière. Et en fait, si j'ai des objectifs de croissance, ils doivent être connectés à des objectifs de décarbonation de mon activité, de bien-être social de mes salariés. Et alors, à qui je m'adresse? Parce que quand on part de zéro dans une entreprise, on s'adresse à des gens comme R3, par exemple? On peut s'adresser à tout un tas de structures, mais en effet, R3, le but, c'est que nous, on soit capable d'offrir des solutions à ces entreprises qui vont déjà leur permettre de se mettre le pied à l'étrier, d'avoir les bonnes formations et l'accompagnement tout au long de la construction de la démarche, parce qu'il y a un début, une initialisation qui va demander du temps, de l'énergie, un peu plus que, on va dire, le quotidien. Et puis ensuite, d'avoir les bons outils, dans un premier temps. Les bons outils, c'est hyper utile quand on doit suivre un plan d'action, quand on doit faire du reporting, quand on doit calculer son bilan carbone année après année. Avoir des outils digitaux, c'est très important. Et puis ensuite, et c'est le lien avec le Crédit Agricole aujourd'hui, c'est de proposer les bonnes solutions de financement. Et l'affacturage est un très bon exemple. C'est comment je vais être en capacité déjà de débloquer de la trésorerie à court terme pour pouvoir engager cette démarche, mais ensuite aussi comment je vais être capable potentiellement de financer plus loin les investissements qui seront nécessaires derrière la construction de ma démarche RSE, parce que quand on va parler de performance énergétique, de travaux, d'appareils industriels, on parle de besoins de financement importants et il faut être capable de mettre en face les coûts que ça va représenter et les mécanismes de financement et de subvention. Gladys, je rappelle que vous êtes directrice relations clients chez KLF. On termine avec vous justement. Alors quelles sont les offres chez KLF sur la RSE particulièrement ? Alors, nous avons développé une gamme de produits qui vraiment va venir s'adapter à la maturité dans la stratégie RSE de chaque entreprise selon le segment. Donc, aujourd'hui, on a 3 offres. La première, c'est une offre historique qu'on a sur Eurofacteur Transition qui, elle, cible les ETI et les grandes entreprises
et vient finalement, pour ces entreprises qui ont défini une stratégie RSE, venir faire un bonus-malus. Donc on vient récompenser finalement dans la stratégie. Donc on part toujours quand même du besoin à facturage, d'un besoin de financement court terme, et on va mettre cette option RSE. La deuxième offre que l'on a, c'est Eurofacteur Trajectoire Climat, qui s'ouvre notamment aux PME. Là, on va cibler des entreprises qui ont une trajectoire de décarbonation avec une tarification qui va être adaptée. Et puis une troisième offre, Eurofacteur Label RSE, qui elle donc encourage les entreprises qui sont dans cette transition qu'on a évoquée. Et donc on vient finalement aussi là valoriser des pratiques vertueuses. Donc cette offre RSE va venir s'adapter à tout simplement une stratégie. Aujourd'hui, je l'ai dit, on n'est pas seulement sur des obligations pour les grandes entreprises. Les PME s'ouvrent également à ces sujets. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci Nicolas, merci beaucoup. Et puis on contacte R3 évidemment. Évidemment, on contacte R3 avec grand plaisir. Venez vers nous. Merci Gladys. Et puis également merci à Stéphane. Pascal qui est avec nous au début de ce podcast. Merci à vous qui nous écoutez de nous avoir suivis. Et pour tout savoir sur les défis de la facturage, écoutez tous les épisodes de la saison 2 de En route vers la facturage. À bientôt.